retour en direct sur la tribune.fr pour cette journée mondiale du climat ici à l'Hôtel de Ville de Paris avec nos trois invités pour un débat que nous avons intitulé La bataille de la qualité de l'air, la bataille de l'eau. Nous accueillons Chantal Raérisson, ancienne présidente de la Société de pneumologie de langue française. Vous êtes présidente actuellement du collectif des États généraux de la santé respiratoire. À votre gauche, Laurent Hénard, président des Voies navigables de France. Bonjour. Et Serge Rue, environnementaliste et président du conseil d'orientation de l'Académie du climat qui est toute proche d'ici. Peut-être tout d'abord, on va vous donner la parole, Chantal Raérisson, puisque hier, dans un bon journal, on peut le dire, dans Le Monde, vous avez publié une tribune intitulée « Le droit de bien respirer ». Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, ce droit de bien respirer est en danger ici dans les villes et en France? La réponse est évidemment oui, c'est pour ça que nous nous sommes mobilisés. Dans notre pays aujourd'hui, on a 10 millions de Français qui ont une maladie respiratoire chronique et on est probablement au niveau de la fourchette basse. Toutes les maladies respiratoires sont des maladies environnementales et cela fait plusieurs décennies qu'on interpelle nos tutelles sur l'importance de pouvoir maîtriser la qualité de l'air, ce à quoi on est exposé toute la vie. Et donc cette tribune que vous avez publiée dans Le Monde, donc c'est avec un collectif, peut-être nous en dire un peu plus justement sur ces états généraux de la santé respiratoire. Je crois que vous structurez plusieurs associations, plusieurs collectifs. Tout à fait, nous sommes un collectif de 27 associations, des associations de professionnels de santé de tout horizon et surtout des associations de patients, des associations également qui vont œuvrer dans le domaine de l'environnement. Et l'idée, ça a été de créer ce collectif pour être plus audible, éviter d'avancer en ordre dispersé, pour aborder plusieurs problèmes. D'une part, interpeller bien sûr les Français. On a fait une enquête avec l'Institut Ipsos afin de savoir quelle était la perception de nos concitoyens sur la prévention, les symptômes respiratoires, ce qu'ils attendent également des politiques publiques. Et ensuite, on a fait une plateforme citoyenne pour recueillir toutes les propositions de ce qu'il fallait faire à l'avenir dans notre pays en matière de prévention, de parcours de soins, d'accès à l'innovation et également accès de la prévention environnementale. Alors pourquoi, puisque c'est la journée mondiale du climat, ici on a accueilli de nombreux maires depuis ce matin, pourquoi finalement ce sujet n'est pas suffisamment pris par les pouvoirs publics, comment vous l'interprétez, puisqu'il vous faut justement publier cette tribune pour rappeler quand même aujourd'hui, vous dites quand même 10 millions de Français qui sont touchés par ces maladies respiratoires, et encore vous dites que c'est sous-estimé. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment axé sur le curatif. On ne voit les patients et les personnes que lorsqu'ils sont déjà malades, à un âge, on va dire, avancé, alors après 40 ans, alors que tout démarre bien avant. Tout démarre pendant la grossesse. On sait qu'on a 38% des foyers en France qui sont en situation de précarité environnementale. Et donc, il nous faut agir avant, ce d'autant qu'on a les moyens dans notre pays, mais ils sont insuffisants. Serge Rue, ce matin, Anne Hidalgo, mais aussi le maire de Bordeaux, Pierre Hermic, ont évoqué quelques chiffres, puisqu'ils évoquaient une amélioration de la pollution à Paris. C'est un sujet que vous suivez depuis de nombreuses années. Vous êtes l'actuel président du conseil de l'Académie du climat. Je crois qu'Anne Hidalgo disait 5% d'amélioration par rapport à la pollution, ce qui correspond aussi à la réduction des voitures thermiques dans Paris. Et Pierre Hermic a évoqué un chiffre supérieur à Bordeaux. Alors on ne va pas être dans la bataille des chiffres, mais pourquoi selon vous justement aujourd'hui il n'y a pas suffisamment une prise de conscience de la part des maires, même si les maires essayent d'agir? Votre réaction? Simplement vous raconter que dès 2014, lorsque j'étais conseiller de la maire de Paris, nous avions demandé un thermomètre de la qualité de l'air. Bien sûr, il y a des organismes, Air Paris et des organismes en région qui font très bien leur travail, mais nous souffrions du manque d'informations sur les particules fines, parce que les particules fines sont assassines. C'est clair, vous avez une spécialiste qui vous le dit. Et la pollution de l'air était devenue une fatalité. Et donc, la qualité de l'air, lorsqu'elle est menacée, on ne la voit pas, c'est invisible. Et les particules fines, bien sûr, on dit qu'il y avait les PM10, mais les PM10, vous toussez, vous mouchez. Les PM2,5, ça rentre dans notre sang. Et les poussières de frein aujourd'hui, que chaque véhicule émet, c'est 0,01 micron.
Donc un globule rouge, c'est 6 microns. Donc vous vous rendez compte les dégâts que cela commet dans notre organisme. Et donc nous avions besoin de thermomètres, et c'est pour ça qu'avec la flotte Enedis ou la flotte Marcel, nous avions installé des microcapteurs qui ont permis d'ailleurs d'améliorer la vision de la pollution de l'air à Paris. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut réellement qu'on connaisse, comme la météo, mais pas simplement d'une manière pollution moyenne, pollution supérieure, non, que nous connaissions la densité en particules fines qui règne dans nos rues, parce que dans les rues, vous avez des rues, il y a des effets canyons. Et donc, qui pollue? Le transport automobile, la pollution due aux freins, le périphérique avec ces centaines de milliers de véhicules, les voies navigables, parce que les péniches aujourd'hui fonctionnent avec, même si elles transportent beaucoup et elles évitent le transport routier, mais ça pollue. Donc il faut qu'on prenne conscience, il faut réduire, éradiquer la pollution à la source, et pour l'éradiquer, il faut absolument des thermomètres. Et il faut améliorer le thermomètre qui, à ce jour, dans toutes les villes de France, est absolument insuffisant. Peut-être avant de donner la parole à Laurent Hénart, peut-être juste un sujet. Anne Hidalgo disait ce matin que c'est vrai qu'il y a un an, Serge Auru, on avait eu ce moment difficile à Paris, où, puisqu'elle rappelait qu'on a demandé à un moment donné aux écoles de ne pas laisser les enfants dans les cours de récréation à l'extérieur parce que nous étions sur des pics de pollution. Mais lorsque nous avons fait de nombreuses conférences ici, notamment avec la Fondation du Souffle, avec le professeur Bruno Housset, quand je vous disais, moi je me souviens, la pollution de l'air, la bronchiolite, les bronchites, c'était une fatalité. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une relation entre pollution de l'air, il y a une étude CNRS qui vient de sortir, entre pollution de l'air et Covid. Donc ça devient extrêmement dangereux et il faut y mettre fin, et je dirais c'est assez facile. Laurent Hénart, peut-être avant de parler des voies navigables de France dont vous êtes le président, vous avez été maire de Nancy. Comment vous aviez-vous géré ces sujets de pollution? J'imagine que Nancy, qui était aussi une grande métropole, devait rencontrer des sujets de pollution. Comment vous les avez traités à la fois avec vos concitoyens? Alors d'abord, on avait effectivement développé l'outil de mesure qui s'est longtemps appelé Airlor chez nous et qui permettait d'avoir des indications sur la qualité de l'air en plusieurs points de l'agglomération. Évidemment que le transport en commun, et notamment un projet de tramway qu'on avait à l'époque, avait pour but d'offrir une alternative performante à la voiture. Et puis même s'il y a effectivement une pollution par les freins ou les pneumatiques, on voulait quand même favoriser le véhicule électrique sur le véhicule thermique. C'était dans le projet notamment de zone de faible émission. Et on avait commencé tout un équipement en borne de recharge, qui d'ailleurs était gratuite, dans les parkings publics de la collectivité. Bon, c'est des choses ensuite qui sont maintenant remises à l'agenda, comme on dit, mais qui, à mon avis, restent évidemment d'actualité, parce qu'il faut s'inscrire dans la durée. Le problème, c'est que souvent, on a des effets de mode, on fait un bout de piste cyclable là, on interdit la circulation à un endroit, et puis finalement, on revoit son plan de circulation. Le sujet, il doit être global. À un moment donné, il faut comprendre que l'effort sur le transport en commun doit être massif, parce que c'est la seule véritable alternative à la voiture, en tout cas dans des grandes métropoles, par rapport au nombre de personnes à transporter, qu'évidemment du transport en commun, notamment par tramway, est préférable à la multiplication des bus. Et puis, il faut aussi, bien sûr, articuler les choses avec les aides d'État, les aides régionales, notamment parce qu'il faut bouger le parc privé aussi. Et c'est pas seulement un problème de réglementation. Je terminerai mon propos là-dessus. Quand dans une agglomération, vous êtes en tête sur la production d'hydrogène, vous anticipez les mobilités de demain, ou pour les camions par exemple, ou pour les trains sur des lignes qui ne sont pas électrifiées, ou pour les bus qui aujourd'hui fonctionnent peu à l'hydrogène, vous assurez le ravitaillement. C'est d'ailleurs un sujet qu'on rencontre aussi pour VNF. Verdir la flotte, je pense qu'on va y venir, ça nécessite d'avoir partout en France, à des distances raisonnables, un maillage d'usines de production d'hydrogène vert
qui sont capables de faire l'avitaillement. Et demain, on aura le même problème d'ailleurs aussi pour les aéroports. Aujourd'hui, quand vous regardez, je pense au transport routier avec lequel VNF travaille beaucoup, puisqu'on veut favoriser le report modal, comme on dit. Arrêter la marchandise dans les camions et le faire basculer sur la voie d'eau, où on a encore beaucoup de potentiel. Clairement, les premiers camions à hydrogène, ils vont être disponibles et de manière importante à partir de 2024-2025. Qu'est-ce qui manque? C'est aujourd'hui un maillage de tout le territoire français en station de ravitaillement. Ça ne sert à rien de dire qu'il faut passer la flotte de camions à l'hydrogène si les transporteurs ne sont pas sûrs d'avoir un avitaillement dans toutes les régions. Merci Laurent Hénart. On va évoquer dans quelques instants justement la bataille de l'eau cette bataille de l'eau, bien sûr, elle se gagne aussi sur les canaux de France. Peut-être Serge Rus sur la question aujourd'hui de l'éducation et de la pédagogie sur ces sujets de pollution. On va en parler également avec Chantal Raérisson, puisque vous êtes le président de l'Académie du climat. Est-ce que ces sujets-là, justement, ils sont expliqués? Il y a de la pédagogie qui est faite au niveau des jeunes sur ces sujets, justement, de pollution. Comment ils appréhendent? On dit que c'est une génération éco-anxiété. On aura tout à l'heure la visite du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui débattra avec la génération climat. Vous la connaissez bien, cette jeunesse, puisque elle est très importante. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter l'Académie du climat. Il y a un bouillonnement permanent. Et voilà, comment cette génération s'approprie ce sujet? Quand Madame dit qu'il n'y a pas suffisamment aujourd'hui de mobilisation des Français, des acteurs publics, comment les jeunes s'approprient, eux, ce sujet? Les jeunes vont s'approprier ce sujet quand, vous savez, ce ne sont pas les jeunes qui vont faire baisser la pollution. Quand bien même ils auront la volonté, quand bien même ils seront vindicatifs, quand bien même ils seront rebelles, et ils ont raison de l'être. Parce qu'on ne peut pas admettre la fatalité qui est annoncée. Mais quand vous voyez par exemple la norme Euro 7 qui est actuellement en cours de discussion à Bruxelles, qui est totalement fomentée, alors c'est pas les méchants contre les gentils. Je comprends qu'une industrie automobile a besoin de se défendre. Mais aujourd'hui, sur la norme Euro 7, les résultats ne sont pas probants. Il y a une discussion qui est en cours. J'espère qu'ils vont l'améliorer. Mais le premier texte, par exemple, n'est pas probant. Donc, à partir du moment où vous avez une norme Euro 7 qui vous permet de polluer, comment vous allez pouvoir dire aux jeunes de ne pas respirer? Comment vous allez pouvoir dire aux jeunes que l'industrie, c'est populaire? Moi, je considère que le monde de l'entreprise est absolument indispensable, important, parce que ça crée des emplois, ça crée de la richesse, mais on doit inventer une économie du moindre impact sur l'environnement et sur notre santé, et une économie à fort impact social. Donc, la jeunesse, quand elle voit une industrie qui pollue, elle devient anti-industrie. Et ça, ce n'est pas normal. Parce que demain, il faut aller dans l'entreprise ou dans des associations ou dans des collectifs qui produisent de la richesse pour pouvoir envoyer ses enfants à l'école, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se vêtir, pour pouvoir avoir un appartement. Donc aujourd'hui, l'entreprise est vécue par la jeunesse. Je ne généralise pas, mais je discute beaucoup avec eux, comme l'empire du mal. Et là, il ne faut pas, parce que si l'entreprise reste justement avec des lobbies forts sur Bruxelles, regardez, sur les pesticides, c'est un recul permanent, sur la pollution de l'air, c'est un recul permanent, ou une stagnation permanente. Donc, si à haut niveau, parce que c'est au niveau européen qu'il faut voir cela, on a cette chance, nous, d'avoir l'Europe, donc c'est au niveau européen que nous devons avoir des règles qui, certes graduées, mais qui vont nous permettre justement de concurrencer nos concurrents américains, les Chinois, l'Inde, etc. À partir du moment où nous, on sera capable de produire propre des éléments, on va dire, les moins impactants possibles sur l'environnement et la santé, nous allons devenir compétitifs. Nous redeviendrons compétitifs. Aujourd'hui, nous ne le sommes pas. On voit quand même ce mouvement, en tout cas, de l'industrie décarbonée se développer fortement parce que finalement, les entrepreneurs
et les industriels ont conscience que de toute manière, s'ils ne le font pas, ça sera un élément, j'allais dire, ils seront hors jeu de la compétition. Et donc il faut que ce mouvement s'accélère, et je crois qu'aujourd'hui, les industriels sont en train quand même de prendre conscience, et même sont rentrés quand même dans ces sujets de décarbonation. Beaucoup, oui, mais la décarbonation, vous savez, la sémantique, aujourd'hui, on parlait, je me souviens, quand j'étais au WWF, de changement climatique, de réchauffement climatique. C'était les Américains qui nous imposaient cette sémantique-là. Or, aujourd'hui, il faut parler de péril climatique. Voilà, point. La pollution de l'air, ça tue. Vous êtes capable de nous l'expliquer, ça tue massivement en Europe. En France, il y a eu un rapport du Sénat qui disait que c'était pratiquement 100 000 morts par an. Alors que le chiffre qu'on donne souvent dans les journaux, on dit 47 000 morts prématurés. Comment on peut comprendre ça, prématuré? Moi qui suis un jumeau prématuré, c'est un adjectif totalement erroné. Non, non, il y a des dizaines de milliers de morts à cause de la pollution de l'air. Il faut y mettre un terme, parce que vous vous rendez compte, Jean-Christophe, ce que cela coûte à la collectivité? Bien sûr. Une fortune. Donc nous allons faire des économies, avec une pollution de l'air moindre. Et surtout économiser des vies. Voilà. Laurent Hénard, justement, rentrons dans cette bataille de l'eau dont VNF, les Voies navigables de France, est partie prenante. Peut-être rappeler aujourd'hui ce qu'est Voies navigables de France, parce que c'est de nombreux kilomètres de canaux où les Français se retrouvent quelquefois en balade, autour en vélo. En tout cas, c'est quelque chose qui fait partie aujourd'hui du patrimoine français. Oui, en France, on a 6700 km de voies d'eau. Alors, il s'agit aussi bien de canaux que de rivières canalisées pour permettre la navigation. C'est le cas, par exemple, de la Moselle, dans ma région. C'est le cas de la Seine, qui est, je ne suis pas sûr que les Parisiens le sachent bien, mais c'est une rivière dont VNF régule complètement le niveau tout au long de l'année, aussi bien pour éviter les crues, pour éviter que ce soit de la vase l'été en période de sécheresse. Donc 6700 km, avec aussi bien des canaux à grand gabarit, comme on dit, c'est-à-dire un gabarit de normes internationales qui permet de véhiculer les containers. Et donc ça veut dire que vous ne sortez jamais la marchandise du conteneur pour la reconditionner. Le conteneur peut arriver par bateau, par exemple, ou par train, et il est posé sur une barge. Et puis le petit gabarit qui est plus bucolique, c'est le canal du Midi, classé au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. C'est la plupart des canaux, les canaux de Bourgogne, qui sont de très jolis canaux, sur lesquels il y a du tourisme qui se développe. Effectivement, c'est aussi les chemins de halage, généralement des itinéraires de cyclotourisme. Et de plus en plus, les territoires utilisent les canaux pour valoriser les paysages, valoriser les villages. Donc c'est aussi devenu un outil touristique. Du côté de VNF, on a nous deux objectifs. Le premier, c'est déjà de remettre à niveau le réseau. Aujourd'hui, c'est un réseau sur lequel l'État a peu investi. VNF a vraiment des moyens d'investissement depuis la loi d'orientation sur les mobilités de 2019. Donc ça fait 3 ans, où on a plus de 300 millions d'euros chaque année pour remettre à niveau le réseau. Ça veut dire, pour prendre 2 exemples simples, ça veut dire qu'on va pouvoir automatiser, fonctionner 24 heures sur 24 sur des cours d'eau qui parfois ont des interruptions de trafic. Ça veut dire aussi qu'on va mettre à niveau nos retenues d'eau. Regardez, à chaque fois qu'on veut faire une bassine, comme on dit, c'est un vrai débat maintenant entre défenseurs de la nature, ceux qui pensent qu'il faut des retenues d'eau. Aujourd'hui, hélas, le dispositif de retenue d'eau de VNF, qui est important parce qu'on garde l'eau quand elle tombe pour la réinjecter dans les voies d'eau quand il fait très chaud, afin de garantir le niveau d'eau et de permettre aux bateaux, en toute saison, de naviguer. Ces retenues d'eau, aujourd'hui, elles n'ont pas été assez entretenues, elles sont utilisées à 50% de leur potentiel. Ça veut dire qu'en investissant sur le réseau VNF, sans créer de nouvelles structures, notre pays pourrait doubler sa capacité de retenue en eau. Sur, enfin, la qualité de l'air et la qualité de l'eau, pour nous, c'est des choses qui nous tiennent à cœur. On a ce qu'on appelle le PAMI dans le jargon, c'est un plan d'aide à la modernisation et à l'innovation de la flotte, qui est donc un programme tout à fait régulier, reconnu par Bruxelles, d'aide aux différents opérateurs de transport pour leur permettre de verdir la flotte, comme on dit, c'est-à-dire en clair, de préparer le passage à l'hydrogène, parce que c'est ce qui est devant nous, ce qui a pour nous un intérêt pour la qualité de l'air, mais aussi pour la qualité de l'eau. Ce qu'on appelle les eaux grises, souvent, c'est évidemment
évidemment des hydrocarbures au moment du plein ou parce que le bateau n'est pas en très bon état qui s'échappe. Puis la qualité de l'air, c'est une chose qu'on a en tête quand on replante des arbres. VNF, c'est beaucoup d'emprises réservées autour des canaux. Donc c'est des terrains sur lesquels généralement, parce qu'on ne construit rien, la nature peut avoir toute sa place. Et on est en train de regarder par région comment on peut rentrer dans une politique pas seulement de végétalisation, mais aussi de plantation d'arbres sur ces emprises naturelles, ce qui d'ailleurs rend les canaux beaucoup plus agréables pour la promenade ou pour la plaisance. Alors je sais que vous aimez l'Occitanie. Bon, vous savez comme moi qu'il y a un programme qui est en cours sur le canal du Midi qui a hélas été victime de parasites, ce qui a amené à retirer les fameux platanes. Et on est en programme de plantation avec une démarche de mécénat d'ailleurs, ce qui prouve qu'on peut aller chercher des fonds privés sur des causes quand elles sont claires à mon avis et dont la justesse est évidente. Serge Rue, la bataille de l'eau, on le voit, elle est sur les canaux. Et ce matin, justement, Anne Hidalgo disait que cette bataille de l'eau pourrait amener peut-être les Français et les Parisiens à se baigner dans la Seine en 2024. Les Parisiens, quelquefois, sont sceptiques en se disant « mais est-ce que ça va être vraiment possible ?» D'abord, les Parisiens sont toujours sceptiques. Depuis la nuit des temps. Vous savez, Jean-Christophe, il n'y a pas longtemps, on m'a offert la bande dessinée d'Astérix, où justement Astérix Obélix arrive à Paris. J'ai plus le titre en tête. Ce livre a dû être écrit dans les années 60. Et vous avez le Parisien râleur, le Parisien qui critique, c'est sale, les rats, les embouteillages. Vous avez les mêmes critiques qui sont imposées depuis la nuit des temps dans Paris. Parce que vous savez très bien que Paris, c'est 102 km². C'est 1800 km de voies. C'est la première densité urbaine d'Europe, la 5e du monde. Donc vous vous rendez compte comment la mobilité est difficile. Sur la Seine, il y a un fort trafic, mais il pourrait y avoir davantage de bateaux-bus. Et heureusement, nous avons récupéré les berges de Seine. Parce que les berges de Seine, c'était des c'était des autoroutes dans la ville. À une époque, c'était moderne d'avoir une autoroute dans la ville. Aujourd'hui, offrir un espace aux piétons, à la mobilité douce, c'est quelque chose d'important. Se baigner dans la Seine, c'est un pari très audacieux. Il y a des investissements énormes pour justement dépolluer l'ensemble du circuit des eaux usées parisiennes. Je pense que nous allons nous baigner dans certains endroits de la Seine. Mais quand j'écoute Monsieur le Président parler des voies navigables, je me dis à l'instant X, il y a combien de tonnage sur tous les voies navigables et qui évitent les camions et la pollution des camions. Je me dis comment on pourrait étudier la pollution avec toutes les péniches, toutes les embarcations pour mesurer la qualité de l'air des 6500 km de voies navigables. C'est extraordinaire. Et les voies navigables, c'est vraiment, je dirais que c'est un luxe écologique pour notre pays. Laurent Hénard. Alors, quand on regarde le chiffre, hélas, il paraît faible parce que c'est 3% du transport de marchandises en France qui se fait par la voie d'eau. Sauf que quand on le regarde sur des cours d'eau qui sont à gabarit international, j'évoquais le grand gabarit, en fait adapté vraiment à la logistique, là, facilement, on est à 15 ou 20% du transport dans la région, c'est le cas autour de la Moselle, autour du Rhin, autour de la Seine, ou du Rhône bien sûr et de la Saône, qui se fait par la voie d'eau. Donc quand l'équipement est au niveau, il est attractif. Deux, on a encore évidemment des marges de progrès. Aucune de nos voies d'eau n'est saturée. On peut accueillir 3-4 fois plus de trafic. Et 3, on a mis en place un autre plan qui s'appelle le PARM. Alors, les amoureux d'Italie, ils verront une connotation. C'est le plan d'aide au report modal. En fait, là aussi, c'est un plan validé par Bruxelles de soutien aux entreprises qui décident qu'une partie de ce qu'ils véhiculent en camion
doit passer sur la voie d'eau. Et donc là, on aide à des problèmes de logistique. Il faut des quais, il faut du conditionnement. Dernière chose, on est partenaire des JO 2024. Et donc, VNF est dans ce défi que vous évoquiez, de permettre qu'on se baigne en certains points de la Seine. On en est évidemment responsable avec les collectivités locales et avec l'État, puisqu'on exploite la rivière. Et on travaille très sérieusement sur ce sujet. Et le verdissement de la flotte qu'on évoquait, qu'on veut réaliser bien sûr pour tous les bateaux utilisés pour les JO, va être un élément clé de cette amélioration de la qualité de l'eau pour arriver jusqu'à une eau baignable. Merci Laurent Hénard de nous avoir expliqué justement comment VNF mène cette bataille, la bataille de l'eau. Chantal Raérisson, allez, un mot de conclusion, c'est pour vous, puisque vous avez publié hier cette tribune dans le journal Le Monde sur le droit de bien respirer. Face caméra, c'est à vous de vous adresser à tous celles et ceux qui nous écoutent ou qui nous regarderont en replay sur latribune.fr sur ce droit de bien respirer à nos lecteurs. Donc effectivement, je pense que le mot de la fin, c'est se dire qu'il faut avoir un optimisme et qu'il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, en matière de qualité de l'air, on sait qu'on a des études d'intervention qui montrent que quand on améliore la qualité de l'air intérieur, quand on améliore la qualité de l'air extérieur, on a moins de crises d'asthme, on a moins de patients avec des problèmes respiratoires, on améliore la morbidité respiratoire. Donc il nous faut être volontariste, il faut qu'il y ait des politiques avec une continuité au fil du temps pour améliorer l'air qu'on respire. Merci à vous trois d'avoir été ici sur cette table ronde sur la bataille de la qualité de l'air et la bataille de l'eau. À très bientôt sur latribune.fr. Restez avec nous.